Et je reconnais Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir sur la prise en considération du projet de loi numéro 10, loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne. Alors, comme on peut le lire dans les notes explicatives du projet de loi 10, il a pour principal objectif de modifier la loi sur la protection du consommateur en matière de revente de billets de spectacle, c'est le premier volet, et de renouvellement d'abonnements en ligne, c'est le deuxième volet. Alors, la majorité des groupes qui sont venus en commission parlementaire pour les consultations étaient favorables au projet de loi, tout en proposant, par contre, plusieurs bonifications pour améliorer, clarifier et assurer l'efficacité, l'applicabilité et la robustesse juridique du projet de loi. De l'avis de lepointdevente.com, énoncé en commission, le projet de loi ne résoudra pas nécessairement les problèmes de revente, mais au moins, il outillera les consommateurs qui sauront qu'ils sont sur un site de revente, puisqu'il sera obligatoire désormais de mettre bien en évidence que on est sur un site de revente et que si ça fait notre affaire d'acheter un billet au prix qui est proposé sur le site de revente, bien, la décision du consommateur sera prise en connaissance de cause. Et si le consommateur, c'est contre ses principes d'acheter un billet sur un site de revente ou si il ne veut tout simplement pas payer ce prix-là ou sait qu'il y a un autre endroit où il peut obtenir un billet au prix original, bien à ce moment-là, il sera outillé, il sera informé et pourra prendre sa décision en toute connaissance de cause. Tous les groupes qui sont venus en commission parlementaire souhaitent que la mise en application de la loi soit efficace et c'est dans cette optique-là que les bonifications proposées ont été faites. Sur le premier volet du projet de loi, la vente de billets de spectacle, donc le projet de loi vient encadrer la revente de billets sur des plateformes numériques. C'est important de faire la distinction ici. Une personne qui a acheté des billets de spectacle qui ne peut plus s'en servir parce que quelqu'un est tombé malade ou bon, il y a un conflit d'horaire, peu importe, et que cette personne met sur un des médias sociaux quelques billets à vendre, ce n'est pas considéré de la revente de billets, donc la personne pourra le faire comme avant. Par contre, il faut pas que ce soit ça ne pourra pas être de la revente massive de billets. Durant les travaux, l'étude détaillée du projet de loi, j'ai soutenu l'importance d'inclure le diffuseur au cœur de la décision relativement à la revente de billets, parce que ce sont les lieux de diffusion, donc les salles de spectacle, qui sont les plus touchés quand il y a des problèmes avec des billets revendus, puisque les spectacles se passent dans leur salle. Bien, c'est eux qui ont à gérer à l'entrée là, les plaintes d'une personne, par exemple, qui aurait un billet qui est en double, donc qui n'a pas sa place dans la salle de spectacle. Et bon, toutes les pertes de revenus, atteintes à la réputation du diffuseur, à ce moment-là, ben, c'est le diffuseur qui en souffre. Et donc, il devrait être partie prenante de la décision. Et un amendement a été apporté en ce sens à l'article 7. Donc, on lit maintenant dans le projet de loi final diffuseur et puis la notion d'entente écrite aussi pour ce qui est de la revente des billets. Un autre amendement, et je souligne que cette proposition-là avait été, c'était une recommandation du groupe e-cible qui était venu en commission, là, de s'assurer que le diffuseur qui, dans la réalité sur le terrain, est celui qui gère les plaintes, bien, qu'il soit aussi partie prenante de la décision, que la décision n'appartienne pas uniquement au producteur du spectacle. À l'article 9 aussi, il y a eu un amendement pour retirer les frais de transfert parce que quand on achète un billet sur une plateforme de revente, il y a le prix du billet, puis souvent, bien, il y a des frais de transfert. Donc, au lieu d'interdire les frais de transfert, parce qu'il faut savoir que les plateformes qui revendent des billets ont quand même, et même celles qui vendent des billets, ont quand même des frais d'exploitation de la plateforme. Donc, pour que ça continue, c'est possible qu'ils aient des frais, mais on ne veut pas évidemment
des frais qui n'ont aucun sens. Donc, ce qui a été modifié dans le projet de loi, c'est qu'au lieu de parler de frais de transfert, on a plutôt introduit la mesure de ventilation du prix. Alors, on peut voir le prix du billet, puis on peut voir tous les autres frais, le cas échéant. Et de cette façon-là, ben, on ne vient pas interdire des frais de transfert en permettant des frais qui porteraient un autre nom, mais qui seraient finalement des frais de transfert abusifs. Alors, cet amendement-là, je pense, est bien au projet de loi. Ça va être plus transparent pour les consommateurs qui pourront décider en toute connaissance de cause, comme je l'avais dit tout à l'heure. Effectivement, il y a un article du projet de loi qui vise à d'empêcher en fait un consommateur d'aller mettre un commentaire sur le site web d'un commerçant. Un commentaire, ça peut être un commentaire positif. Habituellement, il n'y a jamais d'enjeu avec ceux-là. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu un bon service et qui va le dire sur le site, ben, on ne veut pas qu'il soit exposé à des représailles. Puis il n'y a pas de raison d'interdire cela. Donc, maintenant, ce sera légiféré, si je peux dire, m'exprimer ici. C'est dans la loi. Le deuxième volet du projet de loi porte sur les contrats à exécution successive. Alors ça, ici, on parle de contrats dont l'exécution s'échelonne dans le temps. Par exemple, un abonnement. Donc, un abonnement on pense facilement à l'exemple de Netflix ou un Crave ou peu importe, une plateforme de diffusion ou à laquelle on s'abonne parce qu'il y a une offre spéciale ou simplement parce qu'on veut s'abonner à cette plateforme. C'est très facile, mais sur certaines plateformes, pour se désabonner, ça devient très difficile et des fois, les gens abandonnent ou même oublient parce que, justement, ils n'ont pas le temps de trouver le moyen de se désabonner. Bref, c'est problématique et ce projet de loi fait en sorte que le bouton de désabonnement devrait être très visible et très facile à utiliser. Alors, dans le cas de tous les abonnements, j'ai utilisé l'exemple d'une plateforme de diffusion. Ça pourrait être un abonnement à un service de repas, ça pourrait être un abonnement même à une revue. Donc, dans ces cas-là, il n'y a aucun enjeu avec ce qui est proposé dans le projet de loi. On vient vraiment protéger le consommateur, puis éviter que des abonnements soient étirés sur plusieurs mois, voire des années, simplement parce que c'est trop difficile de se désabonner. Par contre, il y a des enjeux sur 2 points. Premièrement, en ce qui concerne les services bancaires. Les services bancaires sont déjà soumis à des protocoles très stricts, par exemple de vérification de l'identité d'une personne lorsque la personne veut fermer un compte bancaire, par exemple. Alors, de faire ça en ligne, ça vient à l'encontre de ces règles de vérification de l'identité. Ça peut poser des problèmes aussi parce que dans les comptes bancaires, il peut y avoir une saisie judiciaire sur un salaire, il peut y avoir des paiements qui sont faits annuellement ou mensuellement et que la personne oublie de les annuler. Ça peut avoir ensuite un effet sur sa cote de crédit, etc. Donc, c'est plus délicat de fonctionner comme ça. Ce que le ministre a accepté de faire, c'est d'exenter les comptes de dépôt de cette possibilité de fermer le compte en ligne. Mais pour tout le reste qui serait pris en ligne pourrait être pas désabonnés, mais supprimés en ligne. Et en tout cas, on verra à l'usage, mais on a été sensibilisés par le secteur bancaire à cette difficulté-là. Donc, je suis contente quand même que mon amendement pour exempter les comptes de dépôt ait été accepté. Par contre, pour le reste, j'ose espérer que ça ne créera pas plus de difficultés que ce qu'on veut éliminer pour les consommateurs, mais
on le verra à l'usure, comme dit l'adage populaire. Et aussi pour les télécommunicateurs, en fait, surtout pour les services mobiles, je comprends le point de vue du ministre de vouloir permettre aux consommateurs de se désabonner d'un forfait cellulaire facilement, et c'est vrai que c'est difficile. Par contre, si quelqu'un annule son forfait et annule en même temps, sans le vouloir, son téléphone cellulaire, il perd son numéro de téléphone à tout jamais. Et on sait à quel point on est dépendant de nos cellulaires. Alors, si on perd notre numéro, on perd peut-être notre authentification à 2 facteurs parce que c'était avec l'ancien numéro. Toutes les personnes qui ont nos contacts et tout ça perdent notre trace. Bref, ça peut amener des difficultés assez grandes. L'amendement que le ministre a accepté, c'est que sur le site, par exemple, d'un fournisseur de services mobiles, là où il y aurait le bouton pour se désabonner du service, qu'il y ait une mention comme quoi, si vous procédez, vous allez perdre votre numéro, ce sera irrécupérable. Si vous voulez conserver votre numéro, vous devez téléphoner à votre fournisseur de services, parce que c'est même pas le fournisseur de services lui-même qui le fait tout seul. Il faut que ça se fasse entre les 2 fournisseurs de services. Donc, celui qui est votre fournisseur actuel doit être en communication avec votre futur fournisseur de services pour s'assurer que vous conservez votre numéro de cellulaire. Donc, c'est impossible de faire ça en ligne. Alors, le ministre donc a accepté cet amendement. Maintenant, est-ce que les gens vont prendre le temps de lire cet avertissement qui sera sur le site du fournisseur de services mobiles? En tout cas, c'est à espérer qu'ils le feront pour ne pas se mettre dans une situation difficile. Mais disons que j'ai des réserves sur le fait que ça va fonctionner comme ça. Encore une fois, c'est à l'usure qu'on verra si ça crée plus de facilité que de difficulté ou l'inverse. Voilà. Et finalement, durant l'étude détaillée, Monsieur le Président, le ministre a introduit 2 amendements qui n'ont rien à voir avec le projet de loi lui-même. Mais il s'est servi du projet de loi pour pouvoir légiférer sur ces points-là. C'est la question des chiens d'assistance. Donc, il y a un régime d'autorisation qui est instauré, en fait, pour s'assurer que les chiens d'assistance qui sont offerts comme tels ou vendus comme tels aux consommateurs aient été formés. Et puis qu'ils puissent faire le travail qu'ils sont censés faire auprès d'une personne malvoyante ou d'une personne autiste. Donc, parce qu'il y a eu des cas, ça fait l'objet d'une émission enquête, il y a eu des cas où les chiens d'assistance n'étaient pas de véritables chiens d'assistance puisqu'ils n'avaient pas été formés. Et il y a eu un autre amendement aussi du ministre qui a été apporté à la loi de protection du consommateur à l'article 272.1 pour préciser que cet article-là, 272.1 de la loi sur la protection du consommateur est déclaratoire. Donc, la raison pour laquelle cet amendement a été apporté, c'était pour écarter l'interprétation retenue par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire qui opposait Union des consommateurs à Air Canada. Alors, voilà, Monsieur le Président, pour la prise en considération de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée de Lapinière.